C'est un métier où on enjambe des morts, on enjambe des blessés. On sait ce que c'est qu'un hurlement, on sait ce que c'est aussi qu'un mort avec un téléphone portable qui vibre dans sa poche. Ça c'est impactant psychologiquement parce qu'on sait que la personne qui appelle n'aura jamais de réponse. Je m'appelle Marc Verriotte, j'ai été en équipe de France de judo pendant 5 ans, de 1990 à 1995. Je suis ceinture noire 6e dan. J'ai rejoint la colonne d'assaut du RAID, 20 ans, de 1998 à 2018. Je suis également l'auteur du livre Au cœur du RAID. C'est un livre de terrain, c'est du vécu. C'est pas de l'observer de loin, d'un poste de commandement ou d'un poste de négociateur. Le RAID, c'est l'unité d'élite d'intervention de la police nationale. On s'entraîne beaucoup au quotidien parce que notre tâche est compliquée. On doit avancer, là où la majorité de la population aurait plutôt tendance, évidemment, à avoir le réflexe de reculer, tellement la situation est dangereuse. L'opérateur d'assaut, il se doit d'être prêt physiquement, psychiquement, techniquement, stratégiquement, juridiquement, pour se débrouiller seul en cœur de crise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en cœur de crise, on va tout décider en 1 seconde. C'est-à-dire, j'appuie pas sur la détente, je prends à droite, je prends à gauche, je fouille la salle de bain ou je vais directement à la chambre. Tout ça, ça va se prendre en 1 seconde. Je vais pas pouvoir réunir mon syndic, appeler le comité d'entreprise ou appeler ma hiérarchie. Je vais pas dire, bon patron, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'appuie sur la détente ? Est-ce que j'appuie pas sur la détente ? Non, je vais avoir 1 seconde pour décider de tout ça. Et en plus, dans cette seconde-là, il va se passer beaucoup de choses. Dans le terrorisme, par exemple, une Kalachnikov de terroriste, ça tire 600 coups par minute. Ça veut dire que 1 seconde, ça veut dire 10 balles tirées. 10 balles tirées, ça veut dire potentiellement 10 morts. Bonsoir à tous. Un seul titre ce soir, le siège continue. L'homme qui a semé la mort à Toulouse et à Montauban est toujours cerné par les policiers du RAID. L'opération a été déclenchée la nuit dernière. Il a 23 ans, il est français, il s'appelle Mohamed Merah. Au total, 5 hommes du RAID ont été blessés dans l'opération. 32 heures de négociation. Mardi, vers 3h30 du matin, les hommes du RAID tentent une première fois d'enfoncer la porte de son appartement. Ils sont accueillis par des tirs d'armes automatique. Moi, je suis blessé au bout de 2h30 d'intervention. Je reçois une balle en plein milieu du front. Je suis sauvé par le fait que Mohamed Merah tire du 11-43. C'est du calibre 45. C'est très dangereux, ça tue très bien, mais comme c'est gros, ça pénètre mal les blindages. Et donc le casque arrête la balle. La balle me frappe tellement fort que finalement, elle me sauve la vie parce qu'elle me fait vriller et basculer. Et la deuxième, qui devait me taper pleine gorge, finalement me tapera l'omoplate. Je m'écroulerai dans les escaliers. Le terroriste continuera à tirer dans l'escalier pour essayer de m'avoir en ricochet, 5 balles. Heureusement, je ne serai pas touché par les balles, mais je serai touché par les petits éclats de béton qui m'attaqueront la combinaison. J'aurai les jambes avec du sang. Je me cacherai sous l'escalier. Et là, à partir de là, j'aurais du mal à comprendre ce qui se passe. Déjà, j'entends un gros tut dans ma tête. C'est un petit peu comme quand on sort d'une boîte de nuit avec un petit acouphène. Et bien là, c'était puissance 10. Je sais que j'ai une balle dans la tête parce que j'ai touché mon casque, il y a un trou, il y a un enfoncement. Je sens le sang couler, alors j'ai un réflexe d'enfant de glisser ma main sous la visière. Et je m'attends à avoir du sang poisseux et en fait, j'ai rien. C'est du sang fantôme. Pareil, j'ai très mal à l'épaule. Je sais que j'ai une balle dans l'épaule, mais bizarrement, mécaniquement, ça fonctionne. Donc je comprends pas bien ce qui se passe. Je me dis, j'ai une balle dans la tête, j'ai une balle dans l'épaule, mais pourtant je vais bien. Et ce qui me ramène à l'intervention, c'est la voix d'un frère d'armes. Je reconnais la voix de Nemo qui dit Marco est touché, il faut aller le chercher. Et là, tout de suite, ça me ramène sur l'intervention. C'est-à-dire que hop, je signale à la radio qu'en effet, je suis touché par un tir visé, mais qu'il ne faut pas venir me chercher parce que ça les ferait passer devant la zone dangereuse. S'ils étaient touchés eux aussi, ça me ferait l'impression, moi, de prendre une 3e balle. Alors personnellement, moi, j'ai pas été vraiment impacté par cette affaire-là parce qu'en fait, j'ai été surpris par les balles. Mais d'un autre côté, aussi parce que j'y avais déjà réfléchi au problème. On ne peut pas rentrer au RAID et s'imaginer que les balles ne vont pas siffler une fois ou deux autour de soi. On a signé pour ça et on ne peut pas s'y échapper. Par contre, c'est ma famille qui a été impactée. Mon épouse, j'avais 2 enfants. Là, il y a eu un avant Merah et un après Merah. C'est-à-dire qu'à chaque opération, j'étais obligé de l'appeler pour lui dire que je partais. Et surtout, à la fin de chaque opération, quelle que soit l'heure, j'étais obligé de la rassurer et lui dire que tout s'était bien passé.
L'intervention est en cours. Porte de Vincennes, voici des images en direct, vous les découvrez avec nous. Porte de Vincennes, où un homme retiendrait des personnes en otage dans une épicerie cachère. Cette intervention, elle ne commence pas, nous, le vendredi 9 janvier 2015. Nous, l'intervention, elle commence 48 heures avant. En fait, le mercredi 7 janvier, aux alentours de midi, c'est le moment où 2 terroristes attaquent Charlie Hebdo et font 12 morts. Donc nous, on est tout de suite mis à contribution pour la poursuite, parce qu'il faut faire très vite. Donc nous, on va directement dans leur environnement familial aux alentours de Reims, à essayer de trouver des indices. Ensuite, on a des informations, on va directement dans la forêt de Soissons. On fouille les forêts, on fouille des villages, on fouille des maisons, on donne des assauts sur des maisons suspectes. Tout ça en tenue lourde. Moi, je pèse 80 kg en tenue noire, 120 kg avec mes protections balistiques et mon armement, 150 kg avec mon matériel effraction d'urgence. Et on fouille comme ça toute la région presque pendant 48 heures, sans presque dormir, sans manger, sans boire. Au terme de toute cette chasse, on finit par cerner les terroristes du côté de Dammartin-en-Gouel dans une imprimerie. C'est une zone gendarme. Donc les gendarmes s'occupent de l'affaire, nous on rentre, on espère se reposer, mais très vite le Cobison, il y a la prise d'otage à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Et directement cette prise d'otage, elle fait 4 morts. Donc on se précipite à l'hypercachère, on est plusieurs équipes. La mienne arrive côté périphérique, côté porte de service. Donc c'est cette porte que je vais avoir à ouvrir. Je renverse mon explosif au sol pour voir un petit peu quel est le prémontage qui me conviendrait le mieux. Je retire de l'explosif à certains endroits, j'en rajoute à d'autres. Je présente mon montage à mon camarade, on est prêt à y aller. Et puis là, il nous arrive plusieurs mésaventures. Première chose, c'est qu'à 10 mètres de la porte, j'ai les autorités qui m'appellent pour me dire est-ce que tu sais qu'il y a une barre de renfort derrière? Donc c'était première surprise. Nous, on n'était pas au courant. Alors peut-être on a su après par les vidéos du PC que le poste de commandement savait depuis longtemps qu'il y avait une barre de renfort. Peut-être qu'il l'avait dit au ministre, peut-être qu'il l'avait dit au président, peut-être qu'il l'avait dit au préfet. Mais à nous, par contre, on ne nous l'avait pas dit. Donc on est obligé de revenir aux voitures. Je renverse mon sac d'entraînement parce que dans mon sac d'entraînement, j'avais un prototype qu'on avait monté spécifiquement pour ce genre de crise. Je l'installe sur le premier montage et on y va. Et là, deuxième surprise, c'est que lors de l'installation, on n'a pas la couverture habituelle de 2 binômes. Normalement, cette intervention, c'était prévu, le raid donne l'assaut principal sur la porte d'entrée du magasin, la porte principale, et moi je devais ouvrir cette deuxième porte de service pour la BRI. Mais la BRI ne nous donne pas de binôme de protection, on est surpris parce qu'on sait que les snipers, ça ne suffit pas pour assurer une protection, parce que si le terroriste arrive dans l'axe, le sniper ne peut pas régler le problème. Donc, alors que des binômes boucliers peuvent ouvrir l'angle et neutraliser. Nous, en 20 ans, c'est toujours comme ça que ça se passe, mais là, on ne sait pas pourquoi on n'a pas de binôme. On se doutera un petit peu plus tard du pourquoi de la chose, c'est que le poste de commandement savait que Koulibaly avait 2 kilos d'explosifs et ils avaient l'information que Koulibaly avait piégé la porte. Nous, cette information, on ne l'avait pas. Donc on installe l'explosif sans le savoir. Ensuite, c'est le top intervention qui a été difficile, c'est-à-dire qu'on avait perdu du temps avec cette histoire de deuxième montage à mettre en place. Donc j'ai demandé à la radio, au poste de commandement, si on pouvait toujours y aller. J'ai fait un premier appel qui a été sans réponse, un deuxième appel sans réponse, un troisième appel sans réponse. Au quatrième appel sans réponse, on s'est dit, bon ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans le bon tempo? Est-ce qu'on n'est pas dans le bon tempo? Est-ce qu'on y va quand même? On s'est regardé avec mon camarade, mais on s'est dit, bon ben, il n'y a pas d'autre solution, on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc je me suis dit, allez, on prend la responsabilité. Le lendemain, on comprendra ce qui s'est passé. Les vidéos qui ont été tournées dans le poste de commandement, on a vu que finalement, mon numéro 1, mon numéro 2, mon numéro 4, mon numéro 5 et les 2 numéros 1 de la BRI étaient déjà sortis du poste de commandement et donc ne pouvaient pas nous répondre. Leur café était sûrement en train de refroidir dans le poste de commandement. Donc nous, on a été obligés de faire ça d'initiative. Dans les postes de commandement, il y a beaucoup de gens un peu hors sol, c'est-à-dire que nous, à l'opérationnel, on est focus sur l'intervention, on est focus sur la tâche technico-tactique à opérer, mais dans les postes de commandement, ils ont beaucoup de choses à gérer, ils ont l'aspect matériel, ils ont l'aspect secrétariat, ils ont l'aspect politique, l'aspect carrière. Finalement, ils en oublient parfois de se concentrer sur l'opérationnel.
pas ce métier que pour l'argent ou que pour l'intérêt commun, on le fait aussi pour la passion. Et le problème, c'est que quand la passion s'étiole un petit peu, eh bien, c'est le moment où il faut arrêter. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai été lassé par quelques points. J'ai été lassé, par exemple, par l'aspect politique. C'est-à-dire qu'en 20 ans de colonne d'assaut, j'ai connu 16 ministres de l'Intérieur. Ça veut dire qu'en moyenne, ils sont en place 1 an et 2 mois. Donc 1 an et 2 mois, c'est insuffisant pour régler tous les problèmes. Donc j'en ai eu marre un petit peu, moi, de risquer ma vie pour des problèmes qui étaient finalement générés par les politiques eux-mêmes. Ensuite, j'ai été lassé un petit peu par ma propre hiérarchie. J'ai connu, moi, 6 numéro 1, au moins 6 numéro 2. Je me suis toujours entendu très bien avec mes chefs. Mais quand même, sur la fin, j'avais l'impression de travailler plus pour leur curriculum ou pour leur reconversion que pour la passion et l'intérêt commun. Ces opérations de 2012-2015 n'ont jamais été racontées par un opérateur d'assaut. Ça me tenait à cœur qu'enfin on dise la vérité. Jusque-là, c'est raconté par des commissaires ou des négociateurs. Souvent, ça frime un petit peu trop et il y a beaucoup trop d'erreurs. C'est-à-dire que l'opérateur de terrain que nous sommes, nous seuls savons exactement ce qui s'est passé. On raconte souvent au chef d'équipe ce qu'on a fait, le chef d'équipe raconte au chef de groupe, le chef de groupe raconte au chef de section, le chef de section raconte au chef d'état-major, qui raconte au chef de service, et enfin le chef de service va sur les plateaux télé, va dans les bouquins, va dans les radios pour expliquer comment ça s'est passé. Donc il y a tout un système de téléphone arabe qui fait qu'il y a de la déperdition, qui fait qu'il y a des erreurs, des mensonges politiques, des mensonges d'ego un petit peu simplement. Donc je pensais que c'était important pour une fois qu'un opérateur dise la vraie version des choses. La vérité, c'est que ces hauts fonctionnaires sont à 200 mètres de l'action, dans les postes de commandement, et souvent quand on lit leur Wikipédia ou on entend dire leurs faits d'armes, alors je veux bien entendre parler de faits d'armes, mais ce sont des faits d'armes faits pas avec une arme à la main, hein, ce sont des faits d'armes faits avec un téléphone portable à la main, hein, c'est-à-dire que dans les postes de commandement, c'est pas une arme qu'on a à la main, c'est un téléphone portable. Cette notion de frère d'armes, elle est réelle. On va tous faire le travail main dans la main. Quand on prend un risque vital pour aller sauver un camarade, eh bien, on ne le fait pas pour le système, on ne le fait pas pour la patrie, pour le chef. On le fait parce qu'on est totalement convaincu qu'il aurait fait la même chose pour soi. C'est ça la notion de frère d'armes. Cette notion de frère d'armes, on la sent aussi quand on arrive au raid et qu'on vous transmet une arme. L'arme qu'on vous affecte en arrivant au raid, ce n'est pas une arme neuve. C'est une arme qu'un ancien vous transmet, c'est-à-dire qu'elle pèse beaucoup plus lourd qu'une arme neuve. Elle a dedans beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus le poids de la responsabilité. Quand on a fini sa période, on la donne à un plus jeune et lui aussi il est sensible à ça. Cette arme, elle aura grondé, elle aura fonctionné, elle aura sauvé des vies, elle est chargée en émotions. Ce livre, c'est le plus important, il est dédié à mes frères d'armes.